Pierre-Christophe Pente, bonjour. Bonjour. Pierre-Christophe, vous êtes docteur en géopolitique des territoires kanaks, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, du processus référendaire et de la géographie électorale de l'archipel. C'est dans votre qualité de chercheur de scientifique qu'on vous reçoit aujourd'hui, afin que vous nous donniez des clés de lecture pour mieux comprendre les événements que traverse le territoire depuis le 13 mai 2024. Mais pour commencer déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'un docteur en géopolitique des territoires kanaks? Sur quel sujet avez-vous travaillé ces dernières années? Alors, la géopolitique, elle peut se définir facilement comme la discipline qui étudie toutes les formes de rivalité pour la conquête d'un territoire ou d'une ressource. Donc, en réalité, mon travail de recherche sur la géopolitique des territoires kanaks a consisté à étudier toutes les formes de rivalité pour la conquête, la maîtrise, la mainmise du territoire, et notamment par la population kanak. On a vu que ça s'était passé de différentes manières, à travers la reconquête foncière, à travers la reconquête urbaine, mais également à travers la reconquête électorale. Et c'est à travers tout cet ensemble de territoires qu'il y a eu cette forme de géopolitique des territoires kanaks. Donc ça a été mon travail de thèse. Et aujourd'hui, depuis l'obtention de ce doctorat fin 2015, mon travail s'est concentré essentiellement sur la recherche du rapport de force, comment il s'inscrit géographiquement, ce rapport de force entre indépendantistes et non indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, selon les communes, selon les provinces, selon les quartiers ou les tribus. Donc pour pouvoir étudier finalement le lien de corrélation qu'il peut y avoir entre la répartition de la population kanak et le vote indépendantiste. Donc c'est en ça que ça consiste essentiellement. Quel autre type de recherche vous menez? Alors, en plus de ces activités vraiment très liées à la géographie électorale, je travaille plus récemment sur toutes les questions de géopolitique régionale, donc à savoir quels sont aujourd'hui les rapports de force entre les différentes puissances pour finalement la maîtrise, la conquête ou peut-être l'influence sur certains territoires insulaires. Je pense au Vanuatu, je pense au Salomon, à d'autres îles également dans le Pacifique. Mais c'est important de pouvoir voir déjà en quoi consistent certains concepts tels que l'axe Indo-Pacifique, tels que l'influence de la Chine, les nouvelles routes de la soie dont on parle beaucoup, et puis aussi regarder peut-être plus précisément quelle est aujourd'hui la position des pays occidentaux dans la région, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Donc tout cet équilibre finalement diplomatique et géopolitique, c'est sur ça aujourd'hui que j'ai concentré une partie de mes recherches. Bien, ça fait qu'on a plein de questions à vous poser. Commençons par ça. J'imagine que comme vos collègues universitaires et spécialistes, vous avez été très sollicités par les médias au début de cette crise. Qu'est-ce que vous avez pensé de la couverture des médias nationaux et étrangers sur ce qui nous arrivait? Ben déjà, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement intense et qu'elle reflétait finalement le caractère vraiment extrêmement violent de cette crise. Les médias ne se sont pas trompés sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. On a eu une sollicitation sans précédent. Notamment par rapport au référendum. Je n'avais jamais vu autant de médias nationaux et internationaux me solliciter en très peu de jours. Mais je crois qu'il y a un temps entre l'émotion qu'on ressent légitimement quand on vit en Nouvelle-Calédonie, qui empêche d'avoir une analyse assez objective et neutre, et puis le temps aussi de l'analyse justement, d'avoir un retour un peu plus équilibré sur ce qui s'est passé, sur les causes, sur les conséquences également, et à ce petit jeu finalement, je crois que les médias nationaux ont été un petit peu peut-être trop dans le registre de l'immédiateté, de l'émotion peut-être pour certains, et qu'il y a eu une lecture parfois biaisée de certains de ces médias, avec finalement une grille de lecture qui était utilisée pour étudier, pour analyser la Nouvelle-Calédonie, qui provenait d'autres pays ou d'autres territoires, d'autres périodes, qui n'étaient pas forcément adaptées pour pouvoir dire ce qui se passait réellement en Nouvelle-Calédonie. Et c'est peut-être aujourd'hui le fait qu'on soit dans une situation où ça s'apaise relativement. Qu'on peut avoir aujourd'hui un regard un peu plus objectif et un peu plus mesuré sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ou en tout cas avoir un point de vue aussi de Nouvelle-Calédonie, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des points de vue qui étaient donnés étaient des points de vue de métropole ou d'ailleurs. Donc là, peut-être avoir ce regard
de la population, des scientifiques qui y vivent pour pouvoir avoir un regard juste et équilibré sur la situation de Nouvelle-Calédonie. On a coutume de dire qu'il ne faut pas que la Nouvelle-Calédonie soit un enjeu de politique nationale. Pourquoi est-ce qu'on dit ça d'un point de vue historique et est-ce qu'aujourd'hui on est redevenu un enjeu de politique nationale? Alors c'est clair que d'un point de vue historique, la Nouvelle-Calédonie, à chaque fois qu'elle a été plus ou moins dans le cœur de l'actualité nationale, ça ne s'est pas super bien passé. On l'a vu avec ce qui s'est passé dans les années 80, avec, quand la Nouvelle-Calédonie a été un enjeu de campagne, notamment entre Mitterrand et Chirac. On a vu que ça avait conduit à un embrasement finalement de la situation. Et la catastrophe voilà, d'Ouvéa. voilà, exactement. Et c'est donc aujourd'hui, il faut que la Nouvelle-Calédonie reste un enjeu pour la nation, évidemment, mais il ne faut pas que ça soit instauré au titre d'un enjeu national, un enjeu électoral, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à instrumentaliser aussi ce qui peut s'y passer. Oui. Donc aujourd'hui, la situation est quand même sensiblement différente, malgré le fait qu'aujourd'hui on a eu plusieurs cycles électoraux qui se sont déroulés, mais la Nouvelle-Calédonie doit rester à l'écart finalement de tous ces enjeux-là, même si par la force des choses, on a vu qu'on s'est retrouvé au cœur de l'actualité législative avec ce projet de loi sur le dégel du corps électoral provincial, avec des échanges extrêmement forts entre les partisans et les détracteurs de ce projet de loi, et puis un État qui a fait le choix d'aller jusqu'au bout de ce projet de loi, ce qui a conduit, en tout cas c'est ce que disent certains indépendantistes, qui a conduit à ces révoltes localement. Donc on voit très facilement le lien entre ce qui peut se décider à Paris, qui est parfois considéré comme des décisions unilatérales, que certains jugent comme des décisions coloniales, et puis ce qui peut être ressenti ici, mais qui finalement est la suite un petit peu de ce qui s'est passé depuis près de 3 ans, où les uns et les autres n'arrivent pas à se parler. Et que peut être le rôle de l'État si ce n'est que de mettre les gens autour de la table pour pouvoir discuter? La solution qui a été trouvée par l'État, ça a été évidemment de dire, eh bien, on va faire passer ce projet de loi sur le dégel du corps électoral en attendant qu'il y ait un accord local. Évidemment qu'on a considéré que c'était une mise sous pression pour pouvoir obtenir un accord local. Et que du coup, cette méthode a été très vivement contestée. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie ne doit pas être un enjeu national, mais que peut faire l'État si ce n'est que de remettre les acteurs autour de la table, mais vraisemblablement, ce n'est pas en mettant une deadline ou une date butoir aux uns et aux autres qu'elle va parvenir finalement à qu'il y ait un accord local. On a aussi l'impression qu'on est devenu un enjeu de politique internationale. Vous en parliez à l'instant, l'axe Indo-Pacifique, c'est aussi ça l'élément nouveau dans la donne politique, qu'on n'est pas forcément dans les années 2000, ça commençait à peine. On a fait les accords de Matignon, puis de Nouméa, en n'anticipant pas que l'axe Indo-Pacifique deviendrait comme ça le centre de l'économie monde et un peu là aujourd'hui où tout se joue. Qu'en est-il un peu par exemple de ces ingérences extérieures? On a beaucoup parlé des ingérences extérieures. Elles sont prouvées aujourd'hui, que ce soit l'Azerbaïdjan et la Chine, on a aussi parlé de la Russie. Alors, effectivement, vous avez raison, la doctrine Indo-Pacifique, cet axe Indo-Pacifique, c'est aujourd'hui le cœur de la doctrine géostratégique française depuis 2018, depuis le fameux discours d'Emmanuel Macron au Théâtre de Lille, où il avait avancé, après un voyage en Australie, ce positionnement qui s'appuie évidemment sur les collectivités et territoires français, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est central dans la doctrine française en matière de géopolitique, géostratégie. Aujourd'hui, cette doctrine, elle a évolué. On était sur une doctrine qui était clairement anti-chinoise à la fin des années 2010. On est sur une doctrine qui est beaucoup plus équilibrée aujourd'hui, dans le sens où la France, désormais, à travers cet axe Indo-Pacifique, elle souhaite
être une puissance d'équilibre entre les velléités expansionnistes chinoises et la volonté également de domination américaine ou en tout cas occidentale. Donc cette puissance d'équilibre, ça permettrait, en tout cas selon la vision française, de faire le lien entre les petites îles du Pacifique, entre la Nouvelle-Calédonie, les collectivités d'outre-mer et les puissances avoisinantes qui n'ont que d'autre but que de se positionner dans l'océan Pacifique. Par rapport aux ingérences extérieures, effectivement, on parle souvent de la Chine, on parle souvent, en tout cas plus récemment, de l'Azerbaïdjan, on parle également de la Russie. Ouais. Il y a en tout cas assez peu d'éléments à ce jour sur la réalité concrète de ces ingérences, notamment par rapport à la Chine. On a quand même, on manque d'informations concrètes sur un éventuel financement, par exemple, de la Chine sur les partis politiques, mais on a de fortes suspicions que ça existe. On a également la preuve que ce qui s'est passé chez nos voisins, avec également l'endettement de certaines îles du Pacifique, oui. Avec la même méthode, avec des investissements lourds que les petites îles ont du mal des fois à supporter et à rembourser. Donc tout ça mis bout à bout, eh bien, on peut quand même craindre à court ou moyen terme qu'il y ait une ingérence chinoise. À ce jour, il n'y a pas vraiment d'éléments qui permettent de l'affirmer à l'instant T. En revanche, pour ce qui est de l'Azerbaïdjan et de la Russie, les éléments les plus récents nous ont montré, à travers l'organisation par exemple du groupe d'initiative de Bakou, à travers les ingérences numériques. Il y a eu plusieurs notes qui ont été diffusées par le ministère de l'Intérieur, la cellule Viginum, et bien qu'il y avait effectivement une vraie volonté de pouvoir influencer, à minima, l'opinion locale et internationale sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Il y a également eu d'autres événements, on a eu des suspicions d'espionnage en Nouvelle-Calédonie, on a eu également plusieurs visites de responsables indépendantistes en Azerbaïdjan, avec cette signature du mémorandum entre la représentante du Congrès et le président de l'Assemblée azerbaïdjanaise. Donc tout ça mis bout à bout, c'est plus que des éléments tangibles aujourd'hui sur la présence et la volonté d'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. Mais quand on regarde un peu les choses de manière un peu plus posée, ce qu'on se rend compte, c'est que aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu la victime collatérale d'un conflit qui existe entre la France et l'Azerbaïdjan, où finalement l'Azerbaïdjan veut faire payer à la France son soutien qui ne s'est jamais démenti à l'Arménie. Et donc on voit que finalement, à plus de 17 000 km du Caucase, eh bien, l'Azerbaïdjan a essayé de cibler les Outre-mer français pour faire payer à la France un peu ce soutien militaire dans le conflit qui l'oppose à l'Arménie. Donc il y a des preuves aujourd'hui sur ce qui se passe, ce qu'il peut y avoir comme ingérence, même si aujourd'hui elle reste quand même relativement faible sur l'ensemble de ces pays qui cherchent à s'implanter ou en tout cas à avoir de l'influence en Nouvelle-Calédonie. On a aussi les Américains qui gardent un œil sur nous. Mais en réalité, la Nouvelle-Calédonie par rapport à son statut un petit peu, pas entre deux, mais dans cette évolution institutionnelle, évidemment que toutes les puissances de la région ont les yeux tournés vers la Nouvelle-Calédonie. Donc ça suscite la convoitise de nombreuses puissances régionales et internationales, ne serait-ce que par rapport à ses ressources en nickel, mais également par rapport à son positionnement géostratégique. On est à moins de 2 heures des côtes australiennes, au sud de l'arc mélanésien, donc c'est assez évident qu'aujourd'hui on est un point stratégique pour l'ensemble des puissances de la région, en tout cas celles qui veulent s'imposer dans l'océan Pacifique. Par rapport aux États-Unis, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 3-4 ans, aujourd'hui, les États-Unis cherchent à retrouver une légitimité dans l'océan Pacifique Sud, à travers notamment toutes les réunions, les sommets qui sont organisés à Washington, avec tous les chefs d'État, et où ont été conviés les chefs de gouvernement, les présidents de gouvernement calédoniens et polynésiens. Donc à Washington, on voit qu'il y a une volonté finalement de retrouver une place légitimée dans l'océan Pacifique, en tout cas dans cette partie du monde. On va essayer de remonter un peu le temps et de comprendre
tout cas d'essayer de comprendre. Comment on a fait pour en arriver là? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, nous décrire le processus référendaire? On parle tout à l'heure de grille de lecture qui nous manquait quand on était de l'extérieur pour comprendre bien ce qui se passait. Il me semble que le processus référendaire, ça donne déjà quelques clés. Comment s'est-il passé ce processus référendaire? Quel bilan on peut en tirer? Alors, vous avez raison, pour rappeler un peu le contexte historique d'où on se situe pour la Nouvelle-Calédonie, on a eu cet accord de Nouméa en 1998, qui était un accord de décolonisation, où on a transféré des compétences, on a redonné des pouvoirs politiques également aux indépendantistes, et puis il était prévu ces fameux cycles référendaires, avec 3 référendums, en cas de victoire effectivement du non à chaque référendum. Et donc ce qui a été organisé à 3 reprises, 2018, 2020 et 2021. Et les 2 premiers référendums ont donné lieu finalement à une forte mobilisation électorale, démocratique, où on a eu une part en faveur de l'indépendance qui s'est accrue progressivement pour atteindre 46-47%. Et la vraie question, c'était de savoir qu'est-ce qui se serait passé à l'occasion d'un 3e référendum. Est-ce que cette vague, en tout cas cette progression entre le premier et le second de 43 à 46, se serait accentuée pour ce 3e référendum? Et surtout, est-ce que ça aurait été suffisant pour pouvoir atteindre la barre des 50%, qui aurait donné l'indépendance de facto à la Nouvelle-Calédonie? On n'aura pas cette réponse-là, vraisemblablement, puisque le 3e référendum, les indépendantistes ont appelé à ne pas y participer, et ce qui a donné des scores très massifs pour le maintien de la Calédonie dans la France. Mais politiquement, ce 3e référendum n'a rien apporté sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Mais je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à ce cycle référendaire, c'est que électoralement, on a vu qu'il avait contribué à polariser, à radicaliser aussi les positions politiques de part et d'autre. La situation avant les référendums, c'est une situation où le rapport de force était beaucoup moins polarisé. Ces 3 référendums, ils ont contribué à ethniciser le vote en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire schématiquement qu'on a eu un vote indépendantiste de plus en plus kanak et on a eu un vote non indépendantiste de plus en plus non kanak. C'est un fait qui s'est ancré, qui s'est matérialisé avec ces 3 référendums, et cette tendance était un peu moins flagrante avec les élections provinciales précédentes. Donc on a eu tendance à polariser les positions et finalement à avoir 2 gros blocs qui s'opposent dans les urnes lors de ces référendums, avec schématiquement, encore une fois, une population kanak contre la population non kanak, et finalement avec très peu de points de convergence et de concorde sur ces questions institutionnelles, et ce qui aujourd'hui me permet de dire qu'il n'y a pas de vraies solutions qui ont débouché de ces référendums. On a au contraire une situation qui est cristallisée et où les antagonismes politiques sont extrêmement bipolarisés, où finalement il y aura très peu de possibilités pour trouver ce fameux grand accord que tout le monde appelle de leur vœu. Donc c'est en ça que ça peut être préjudiciable d'avoir eu tendance à refermer la question politique sur oui ou non à l'indépendance. Oui, mais vous le disiez dès le premier référendum, hein, vous en aviez livré cette conclusion, nous sommes dans une impasse électorale, une impasse ethnique, une impasse politique. Mais là, en plus, au premier tour des élections législatives qui font suite à la dissolution, là, le 30 juin dernier, ça se confirme encore au regard des résultats. Alors, effectivement, même si c'était moins prégnant avant les référendums, c'est une situation qui existe depuis plus de 30 ans, cette fameuse bipolarité indépendantiste-non indépendantiste. Et à l'occasion de ces élections législatives, on a eu une mobilisation extrêmement importante avec une forte participation de l'électorat indépendantiste qui traditionnellement boude ces élections nationales. Et on a eu effectivement des scores très importants pour les partisans indépendantistes. Et on retrouve, malgré le fait que ça n'a rien à voir avec les enjeux institutionnels, on a retrouvé à l'occasion de cette élection une vraie opposition entre 2 blocs, indépendantistes et non indépendantistes, et dans le détail, entre la population kanak et la population non kanak, ce qui pose la question sur l'après. Comment faire en sorte finalement que politiquement et électoralement, on arrive à trouver des liens de convergence pour qu'une majorité, une très large majorité de Calédoniens soient d'accord pour une seule et unique solution. D'autant que là, pardon de vous couper, d'autant que là on était sur la liste générale.
on n'est plus sur la liste référendaire ou sur la liste provinciale. Donc même entre guillemets, quand tout le monde s'exprime, ça se cristallise encore sur cette seule question du pour ou contre. Les candidats, on va dire, un peu plus centristes ou autoproclamés de la voie du milieu, bon, en réunissent à peine 15% des suffrages. En réalité, la situation politique en Nouvelle-Calédonie actuelle, avec ces référendums, avec tout ce qui s'est passé, notamment ce climat de violence depuis plusieurs semaines, ça a contribué finalement à radicaliser les positions politiques entre ces deux gros blocs, et puis au sein de ces blocs, avec des sensibilités peut-être un peu plus radicales de part et d'autre qui se sont exprimées. Et c'est clair qu'on est dans une situation où rien n'a changé. Ces élections législatives n'ont pas apporté de réponse nouvelle à cette situation. La troisième voie, ou la voie plus modérée que vous mentionnez, c'est une voie qui aujourd'hui est complètement éteinte, ou en tout cas marginalisée par cette opposition binaire entre le oui et le non à l'indépendance. Donc la solution qui pourrait être trouvée entre ces deux blocs, entre un consensus, à travers un accord, eh bien électoralement, elle est complètement perdante aujourd'hui. Donc ça interroge quand même sur les possibles liens de concorde entre les indépendantistes et les non-indépendantistes aujourd'hui, sur quelle base ils vont pouvoir trouver un accord pour pouvoir faire en sorte que toute cette situation, en tout cas, s'apaise et trouve une issue. Sans vouloir faire de politique fiction, mais c'est pas important, l'émission sera diffusée d'ici 15 jours, donc le deuxième tour sera derrière nous. Faisons un peu de politique fiction et imaginons que nous nous retrouvions avec un député Tjibaou pour la deuxième circonscription et un député Mesdorf pour la première. On va continuer d'être un sujet d'attention pour les médias nationaux, parce que une telle affiche à l'Assemblée nationale, ça reste assez passionnant quand même. Effectivement, déjà, le fait qu'on puisse avoir un candidat qui porte le nom de Tjibaou qui soit élu à l'Assemblée nationale, ça sera un événement aussi médiatique, un événement politique. Et puis, pour le camp indépendantiste, ça sera quand même comme un symbole, comme la possibilité, depuis l'élection législative de 1981, d'avoir pu positionner un candidat kanak et indépendantiste à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qui est quand même notable sur cette question-là. Mais en réalité, ce qui est attendu par ceux qui se sont manifestés pour cette élection législative, c'est qu'eux aussi ils puissent apporter une réponse à ce qui se passe depuis plusieurs semaines en Nouvelle-Calédonie, qui a eu pour conséquence de provoquer l'état d'urgence, qui est quand même un état juridique exceptionnel. L'objectif aujourd'hui d'avoir ce binôme électoral à l'Assemblée nationale, c'est qu'on puisse trouver des liens et qu'on puisse trouver aussi une voie du dialogue que Emmanuel Macron appelle de ses voeux depuis maintenant plus de 8 ans. Donc c'est important que ces deux candidats, ou en tout cas ces deux élus, soient dans cette dynamique-là, parce que finalement, ça ne sera pas avec des discours martiaux et belliqueux que la Nouvelle-Calédonie s'en portera mieux et qu'elle pourra trouver le chemin de l'apaisement et du règlement de cette situation. Désormais, est-ce que ça se joue à Paris? Non. Non, ça ne se jouera pas à Paris. Ça jouera un rôle, mais la solution, elle viendra de ce qui se passe et ce qui se dit ici, à travers les élus locaux. Le rôle aujourd'hui qu'à Paris, ça sera de faciliter les discussions et les échanges entre indépendantistes et non-indépendantistes. Mais aujourd'hui, la solution, elle viendra de nous, elle viendra des partis politiques locaux qui connaissent la situation, mais ça demandera aussi d'une certaine manière une forme d'humilité, selon moi, d'humilité parce que dans chaque négociation, dans chaque discussion, eh bien, on met quelque chose sur la table qu'on n'est pas sûr de retrouver après. Dans chaque discussion, il y a fatalement des concessions et des compromis. Alors pas des compromissions, mais il faut se dire que ce qui peut être proposé par un camp ou par l'autre, ça aura vocation à apaiser durablement la Nouvelle-Calédonie. Donc quand je parle d'humilité, c'est être capable de reconnaître l'autre, de reconnaître sa légitimité pour pouvoir proposer
de perdre quelque chose, mais en retour de gagner quelque chose. Et ce qu'on pourrait gagner dans cette situation, c'est la paix durable dans ce territoire-là. Donc la question, ça sera savoir à quel niveau le curseur sera positionné sur ce que peuvent proposer les uns et en retour ce que peuvent proposer les autres. Donc c'est en ça que ça sera intéressant. Espérons tout simplement eh bien, que les élus entendront ce besoin qu'expriment les Calédoniens, je crois, notamment à travers ces élections, notamment à travers ces mouvements citoyens qu'on observe depuis plusieurs semaines, eh bien, entendre ce besoin de discussion et d'une certaine manière d'humilité. Merci Pierre-Christophe. Avant d'être un chercheur et un docteur en géopolitique, vous êtes aussi un Calédonien. Est-ce que vous auriez peut-être un message à transmettre aux Calédoniens et à tous les habitants du territoire? Comme je l'ai dit précédemment, il faut savoir faire preuve d'humilité. Si j'avais la baguette magique pour pouvoir apporter une réponse à la Nouvelle-Calédonie de demain, je pense que je l'aurais déjà apporté, mais je n'ai pas la prétention aujourd'hui de pouvoir répondre à ces difficultés-là. Mais globalement, ce que je peux appeler de mes vœux, en tout cas, c'est que les uns et les autres puissent reprendre la voie du dialogue, la voie de l'apaisement, pour qu'on puisse sortir par le haut de cette situation. En tout cas, je l'espère. Pierre-Christophe Pantz, merci. Merci.